venez de parler de taxe carbone et donc ça m'amène à ma question. Je voulais faire un tout petit propos, je vais vraiment pas faire long, mais un peu introductif parce que je sais que vous faites aussi de la philosophie et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on est dans une société où tout le monde a conscience de la nécessité de traiter la problématique du changement climatique, mais il ne faut surtout pas faire d'écologie punitive. D'ailleurs, on le voit aussi dans les débats en ce moment sur les ZFE. En gros, sur les zones à faible émission, qui passe en ce moment au Sénat, en gros, OK pour faire des efforts, mais le citoyen individuellement se dit mais pourquoi moi je vais devoir faire des efforts alors que les navires de croisière émettent des quantités pas possibles, alors que le commerce international aérien ou maritime génère des émissions de CO2, que tout ça n'est pas très régulé aux frontières, et que ça paraît loin. Et le citoyen se dit, moi, pourquoi est-ce que je vais devoir être impacté directement alors qu'il y a peut-être des impacts indirects qui, au bout du compte, ajouteraient quelques centimes d'euros sur le t-shirt que je vais acheter, mais qui seraient certainement plus indolores et qui seraient peut-être tout aussi efficaces. Et donc aujourd'hui, l'impression qu'on a, et vous l'avez dit, et je pense que tout sujet gilet jaunable aujourd'hui est un sujet délicat, celui de l'augmentation du prix du carbone, de la taxe carbone, on l'a vécu. Aujourd'hui, on dit que les zones à faible émission sont un sujet potentiellement explosif aussi si on commence à restreindre, en fait, à restreindre le citoyen dans sa mobilité. Et vous avez dit tout à l'heure, finalement, moi, une taxe carbone, la réintroduction d'une taxe carbone, j'y crois pas trop. Et donc, ma question, est la suivante. Est-ce que, parce qu'on est en période post-Covid, parce qu'on a expérimenté d'autres choses qu'on ne connaissait pas il y a 2-3 ans, le télétravail, les outils numériques, finalement, ça vaut plus le coup de prendre un risque politique, de réintroduire, de remettre sur la table la question de la taxe carbone, ou, selon vous, il faudra de toute façon y passer parce que les alternatives, télétravail et compagnie, ne seront pas suffisantes et il faudra probablement, lors de la prochaine mandature présidentielle, remettre le sujet sur la table, mais autrement, en prenant mieux en compte les enjeux sociaux, parce qu'on a bien vu qui c'est qui était sur les ronds-points, hein, en réfléchissant à des chèques énergie, par exemple, ou à d'autres choses. Et du coup, qu'est-ce que vous... Voilà, quelles recommandations vous feriez au futur président de la République sur ces sujets-là? Parce que, vous l'avez dit, le transport routier, c'est quand même 30% des émissions de CO2 de la France. C'est ce qui ne décroît pas. Et donc, comment on fait décroître? Parce qu'il va falloir y arriver, quoi. Voilà, merci. Bon, je crois que... On peut se tutoyer, hein. Je crois que tu as pratiquement donné la réponse dans la formulation de ta question, en fait. Ce qui se passe aujourd'hui, surtout en période préélectorale, c'est très classique, hein, c'est que tout le monde est d'accord pour faire des efforts à condition que les voisins fassent des efforts. Et donc tout le monde justifie le fait qu'il ne veut pas faire d'efforts par le fait que les voisins ne font pas suffisamment d'efforts. Et à ce jeu-là, on trouvera toujours quelqu'un qui fait pire que soi-même, hein, si vous voulez. Il y aura aussi toujours quelqu'un qui fait mieux que soi-même, du reste, mais on verra toujours celui qui fait le pire. Donc c'est vrai au niveau des pays. Parce que l'argument les Chinois ne font pas d'efforts, combien de fois je l'ai entendu, si vous voulez. Bon. Même si je peux vous montrer sur les cours, je ne les ai pas là, mais si je les ai là, mais le temps de les sortir, c'est compliqué. La Chine, ça fait plus de 10 ans que la Chine n'est plus à la source de l'accroissement des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Depuis 10 ans, les émissions chinoises sont à peu près plates. On peut réaugmenter seulement. Ceux qui augmentent le plus à l'heure actuelle, c'est pas les Européens, on est en baisse, c'est pas les Américains, ils sont en baisse. Hein. C'est en gros les pays émergents hors Chine et surtout les pays producteurs, exportateurs d'énergie fossile. C'est bon. Alors, c'est ça qui se passe aujourd'hui et on est dans une phase incroyable, je trouve, en France où, en gros, le climat va devenir une espèce d'effet de polarisation entre des gens qui vont accuser les autres de vouloir être des décroissants et les autres qui vont dire aux autres non, vous ne voulez rien faire. Ce sera très dommage parce que
trouvais que le climat était plutôt quand même un domaine sur lequel on arrivait à peu près à faire discuter les gens entre eux, y compris dans des comités comme ceux auxquels on a participé avec Olivier. Et moi, mon expérience de la taxe carbone, hein, c'est que j'ai à peu près réussi quand même à éviter l'explosion. C'était encore beaucoup plus difficile hein, que sur le comité de trajectoire. Bon. Et là, on a l'impression qu'avec les Gilets jaunes, tout est parti. Bon. Je dis un mot quand même sur les Gilets jaunes parce que c'est un sujet sur lequel je suis profondément sensibilisé. Dans la proposition que j'avais faite, en réalité, ce n'est pas le comité qui avait fait la proposition, c'était moi en tant que président. Parce que j'avais vu que si j'attendais que le comité se mette d'accord sur une proposition, on y serait encore à discuter. Donc moi j'avais dit, je suis président, je fais une proposition, puis après chaque membre du comité réagira. Bon. Et donc c'est là où j'ai été, je pense, assez tactique, c'est que les gens qui n'étaient pas vraiment d'accord avec moi, ils se sont abstenus, ils n'ont pas voté contre. Y compris, en gros, j'en avais deux qui faisaient la surveiller. J'avais d'un côté le MEDEF et de l'autre côté la CGT. Bon. Ils n'ont pas voulu voter contre, ils se sont abstenus. Quoi. Mais bon. Moi, j'avais préconisé qu'un tiers du produit de la taxe carbone soit de la compensation sur les ménages à bas revenus. Avec une droite hein, que vous faites, hein, donc c'est pas très compliqué, hein, pour éviter des effets de seuil. Et donc, les 2 premiers déciles de revenus étaient gagnants, statistiquement en moyenne. Ça n'a pas été fait. C'est-à-dire que le gouvernement a pris la taxe, le prix des fossiles a baissé sur le marché international, la taxe s'est pas vue. Et puis quand le prix des fossiles a réaugmenté, les gens se sont rendus compte qu'il y avait la taxe, ils ont tout imputé à la taxe. Vous voyez bon. Donc, bon. Et à ce moment-là, bon, j'en ai un peu lourd sur la patate quand même, parce que c'est quand même Nicolas Hulot qui était ministre. Hein, bon. Et ils n'ont pas voulu écouter, parce qu'on leur a dit, il faut compenser. Bon, bon, bref, on va pas revenir. Mais donc, je pense qu'il faut évidemment compenser la taxe. Et aujourd'hui, il y a une espèce j'ai beaucoup aimé l'expression, la gilettisation, là, ou je sais pas quoi. La gilettisation, là, c'est imprononçable en plus. Bon. C'est devenu, on a l'impression que c'est interdit c'est presque tabou. Hein, presque tabou. Bon. Ça n'aura qu'un temps. Et moi, j'ai dit, le sens de mon slide, c'était de dire, il n'y a rien en France jusqu'au présidentiel. Effectivement, après les présidentielles, je pense que la question va revenir sur le tapis. Et il y a des groupes de travail qui m'ont demandé, alors moi, je suis suffisamment donné ces groupes de travail, maintenant je fais partie du groupe de travail, je suis auditionné par des groupes de travail qui réfléchissent, évidemment, qu'est-ce qu'on pourra faire après. Il y a le rapport Tirole qui donne 2-3 indications. C'est quand même un peu conceptuel tout ça. Bon. Mais bon. Moi je pense que, en gros, et je passerai papier sur là-dessus que j'ai écrit, moi je pense que le conseil que je ferai est le suivant. Faites une taxe de rupture en tout début de mandat avec 2 dimensions. Une dimension environnementale, une dimension redistributive. La dimension environnementale, c'est de mettre le bon prix au carbone. Et là, les ordres de grandeur, on les connaît. On les connaît. Sur l'hydrogène, si vous mettez une taxe carbone à 100 € la tonne, vous changez complètement la donne sur la compétitivité de l'hydrogène de l'hydrogène vert par rapport à l'hydrogène gris, si vous voulez. Donc, la taxe carbone d'un côté, un Big Bang redistributif de l'autre. C'est quoi le Big Bang redistributif de l'autre ? Vous avez la vision à la Piketty, qui mérite d'être discutée, c'est pas la mienne, je vous dis tout de suite, hein, mais la vision à la Piketty, qui est de dire il faut taxer le capital. Et cette vision est intéressante parce que l'inégalité dans la distribution et dans la transmission du capital est devenue le principal facteur de ségrégation économique dans ce pays. Parce que sur les revenus, ça redistribue, si vous voulez. Il suffit de voir, regardez comment on a lutté contre le Covid. Hein. On n'a pas payé nos vaccins, nos trucs, nos admissions à l'hôpital sur le Covid. Bon, on a été en chômage partiel, on n'a pas été touché dans nos revenus. Voyez. Sur le revenu, ça redistribue, pas sur le capital.
Et comme les prix des actifs augmentent plus vite que les prix des biens et services, l'inégalité patrimoniale s'accroît. Ça, c'est une vision qui est intéressante. Je pense que politiquement, celui qui se lance là-dedans se casse la gueule. C'est aussi simple que ça. Donc, si vous conseillez un président ou une présidente, hein, vous dites un président ou une présidente, vaut mieux pas donner des conseils qui mènent. Donc moi, je conseillerais de coupler une taxe carbone avec l'introduction d'un revenu minimum, d'un revenu garanti universel. Parce que tu as rappelé tout à l'heure, Olivier, ça m'a beaucoup amusé. Moi, j'ai fait ma thèse de troisième cycle sur les transferts sociaux, hein, donc c'est un sujet qui m'intéresse bien. Bon. Quand on regarde le système redistributif aujourd'hui, c'est affolant parce que c'est plein d'effets de cliquet. Et vous avez en fait une partie du problème des gilets jaunes, c'est que souvent ils sont pas assez pauvres pour être bien soutenus et ils sont pas suffisamment du bon côté des classes moyennes pour avoir la sécurité de bon. Donc c'est de faire cette introduction du simultané, taxe carbone et revenu minimum universel. Quand on regarde le pays de référence en matière de taxe carbone, qui est la Suède, je connais très bien au ministère, parce que là-bas, la Suède, la taxe carbone est gérée par le ministère des Finances, mais en lien avec... Ils n'ont pas les mêmes problèmes de transversalité qu'on a dans notre administration. Bon, je connais très bien la personne qui gère la taxe carbone suédoise depuis des années, hein, qui, je crois, va partir en retraite du reste l'année prochaine. Bon. Eux, ils ont couplé la taxe carbone avec une réforme fiscale d'ensemble. Et quand vous parlez aux Suédois de la taxe carbone, ils ne comprennent pas le débat. Parce que pour eux, c'est une réforme fiscale d'ensemble dans laquelle il y avait une composante environnementale et puis une composante climatique et puis d'autres composantes qui n'étaient pas du tout... c'est intéressant pour notamment quand vous discutez avec le monde des entreprises. La réforme suédoise n'était pas une réforme qui augmentait le niveau des prélèvements obligatoires. Au contraire, ça diminuait les prélèvements obligatoires. Et dans ce cadre, on a fait des transferts de charges et on a augmenté la fiscalité environnementale, on a baissé d'autres impôts. Et donc ça, c'est très important. Bon, donc moi, c'est un peu vers ça que je viserais. Bon. Il faut le faire en tout début de mandat, c'est sûr, et il faut le faire... moi, je ne pense pas... alors après, c'est une vision un peu trop personnelle, mais il ne faut pas faire des délibérations citoyennes qui durent des mois, si vous voulez. La décision fiscale, elle doit être rapide. Vous voyez, on ne va pas réformer le barème de l'impôt sur le revenu en faisant un débat sur les citoyens, sur le barème de l'impôt sur le revenu. On ne s'en sortira jamais. Il y a un moment, il faut trancher. Vous voyez. Bon, c'est comme ça qu'il faut. Et moi, le comité fiscalité écologique, on a réussi en 2014. Hein, j'ai pris le comité. En fait, ça a été écrit en 2012. Ça a été écrit en décembre 2012. En 2012, on a fait une réunion protocolaire où j'avais les deux ministres et puis mon comité. Bon, on n'a rien fait. Hein, si, les ministres ont fait de la photo. Bon. Après, on a commencé les travaux en février. Les propositions sur la table, elles étaient en fin juin. Et j'avais envoyé les propositions mi-juin, pas le dire, mais j'avais envoyé mi-juin, j'avais fait valider les propositions au ministre du Budget, qui à l'époque était Cazeneuve. Et si tu ne fais pas, il faut foncer, parce que si tu ne fonces pas, après tu t'enlises et puis tout le monde. Moi, c'est un peu ça que je dirais. Mais là où je suis quand même très optimiste, c'est que je pense que même si on n'arrive pas à avancer en France, on va avancer vraiment significativement au niveau européen dans les 2 ans qui viennent. Et ça, c'est hyper important. Parce que si on réfléchit bien, moi, c'est le Grenelle de l'environnement qui m'a fait prendre conscience de ça. Quand tu regardes le Grenelle de l'environnement, on a l'impression que... J'aime beaucoup Jean-Louis Borloo, hein, par ailleurs. On a l'impression que ça a été une avancée incroyable, unilatérale, parce qu'il y a eu la dynamique. Hein, bon, Jean-Louis, qui est un mec un peu qui secoue les... Bon, en fait, le Grenelle de l'environnement, quand on réfléchit bien, on a mis, en gros, la France en accord avec les standards européens et avec les niveaux d'objectifs qui étaient fixés déjà par l'Europe. Hein. Donc on est quand même aujourd'hui dans une dynamique européenne qui est très importante.